journée, je suis désolé de le dire devant vous, qui est ingénieur, technicien, chercheur. J'ai un bac scientifique et technique, un bac E. Et qu'est-ce que vous voulez après un diplôme de physique théorique, j'étais défroqué par une petite pépé qui s'appelle Lucie. Et le beau-père était plutôt sympa, c'est Yves Coppens, donc il m'a accepté. Donc j'ai pu avoir un petit bout de Lucie pour mes recherches. Et au début des années 80, je suis parti aux États-Unis, j'étais un des premiers, toute catégorie d'ailleurs, comme postdoc, je pense. Et là-bas, donc, mon travail était d'appliquer donc, les technologies qui émergeaient à l'époque. Donc, on numérisait, on digitalisait, comme on disait, donc, dans des questions de morphologie et d'adaptation. Et puis après, donc, il y a eu les grands singes, il y a eu d'autres choses. Et il est vrai que lorsqu'on parle de paléoanthropologie, paléo-ancien, anthropos l'homme, logos sa connaissance, donc les sciences, on pense à Lucie, Néandertal, Cro-Magnon, bien sûr. Mais il y a un autre aspect des théories de l'évolution qui est beaucoup moins connu, qui concerne comment l'évolution se fait. Et comme je vais essayer de vous le montrer rapidement, vous allez voir que l'homme, enfin les espèces humaines, même avant nous les Homo sapiens, nous sommes d'une incroyable plasticité, nous pouvons changer extrêmement vite, justement en raison des changements climatiques, bien sûr, mais ça c'est pour toutes les espèces, ou changements d'environnement, mais aussi pour nous, en raison de nos innovations techniques et culturelles, et ça va parfois très très vite, comme on va le voir. Alors rapidement, il y a trois façons de voir le monde. Il y a ceux qui pensent que le monde dans lequel on est n'a jamais changé. Ou il est fixe, ou il est cyclique. C'est une pensée très répandue, c'est la plus importante, la plus universelle en tout cas dans le monde. La deuxième version, c'est la nôtre. C'est celle que nous sommes en train de quitter, surtout pour les personnes qui ont plus de 50 ans dans cette salle. C'est que le monde change, mais qu'il y a amélioration, progrès, et que notamment nous, les humains, nous sommes capables donc d'apporter les solutions, ce qu'on appelle le solutionnisme dans le cadre des controverses aujourd'hui dans le champ du transhumanisme, j'en parlerai pas. Et puis l'autre vision, qui est la moins connue et qui est pourtant la seule qui vaille, c'est l'évolutionnisme. Ce monde bouge, nous coévoluons. Simplement, on sait comment ça change, mais on ne sait pas quel résultat ça va donner. Alors là, je peux vous dire que les politiques, les prospectivistes et les économistes ne nous aiment pas. Ça, c'est très clair. Et pourtant, ça bouge. Maintenant, c'est très important, parce que ça, c'est la partie anthropologique. Imaginez que je suis venu avec un chimpanzé, que le chimpanzé est à côté de moi, et vous allez vous dire, il ressemble quand même vachement à Pascal Pic. Ouais, mais rigoler, ça vous inclut dans le lot. Et là, personne dans le monde, quelle que soit sa vision du monde, ne conteste que le chimpanzé d'aujourd'hui est le plus proche de nous dans la nature actuelle. Cependant, c'est trois façons de le comprendre et donc trois façons d'agir très différentes. Dans le premier cas, on dira l'homme est à Dieu ce que le singe est au diable. Alors je peux vous dire que ce sont parmi encore les singes. Deuxièmement, l'homme descend du singe, ce que vous avez appris. Donc on accepte une généalogie, mais enfin quand même ils sont vachement moins bien. Et puis troisièmement, c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Toutes les espèces qui nous entourent sont récentes. Elles sont toutes récentes. Que ce soit vous, les humains, nous les humains, les chimpanzés, les chevaux, les cancrelats ou le virus de la grippe qui vient de me visiter là. Et à partir de là, donc, toute la nature actuelle, c'est comme un jardin à la française, donc toutes les espèces sont récentes. Et le rôle des paléanthropologues, c'est de rechercher les branches donc, et les points de jonction comme Toumaï ou Lucie, etc. Et là, vous voyez, personne ne conteste cette relation de proximité particulière des chimpanzés par rapport à nous. Mais trois façons de comprendre, trois façons d'agir. Et aujourd'hui, les personnes qui contestent cette théorie de l'évolution, ce sont celles qui contestent le réchauffement climatique. Il y en a un qui tweete comme un fou en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique. Là, c'est un peu la vision de... Vous avez parlé de M. Alec, donc Claude Alec, qui disait, ben oui, mais nous atteignons aux ressources naturelles, il y a des dégâts, toute évolution est un compromis, mais nous trouverons les solutions. Donc c'est le développement durable soft. Et là, effectivement, c'est la coévolution que je vais évoquer, évidemment, en allant sur les technologies qui vous concernent directement. En gros, pourquoi il y a toujours changement ? Premièrement, parce que y a des catastrophes naturelles. Vous avez vu Jurassic Park, vous avez vu le jour d'après. C'est arrivé, ça arrivera. Les variations des activités solaires, là-dessus, Claude Alec avait raison. C'était le petit âge glaciaire entre la Renaissance et la Révolution industrielle. Donc tout ça, on n'est pas là pour vous faire peur, nous autres les scientifiques, mais vous êtes des scientifiques, enfin les sciences de la vie et de la Terre, mais tout ça est arrivé et ça arrivera. Par exemple, le film Le jour d'après, si vous l'avez vu, le film n'est pas très bon, mais le mécanisme qui amène ce refroidissement brutal, il a eu lieu il y a 6200 ans avant Jésus-Christ, et là c'est en train de revenir, puisque la fonte des glaces dans l'Arctique accumule de l'eau douce est plus légère que l'eau de mer, ça ralentit le Gulf Stream.
Donc le réchauffement climatique qu'on a actuellement va nous donner une glaciation quand? Je ne peux pas vous le dire, surtout pour le journal de 20 heures. Mais bon, en tout cas, ça va arriver. Donc tout ça, c'est là, c'est connu. La deuxième raison pour laquelle ça bouge, c'est que nous coévoluons. Le terme évolution est un terme qui est complètement plombé. Je veux dire, toutes les polysémies et les incompréhensions autour du terme évolution sont exactement celles que vous connaissez autour du terme d'innovation. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde parle en ce moment, c'est la grande mode, innovation de rupture. Il faut disrupter. Sauf que il y a toute une théorie, Christensen, Harvard, les innovations de rupture, il ne faut pas confondre celles qui bousculent une technologie, celles qui bousculent le marché, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Et là, évidemment, nous sommes confrontés à toutes ces polysémies. En gros, ça vient de Lewis Carroll, parce qu'on a quelques lettres quand même en paléanthropologie. Alice est au pays imaginaire, elle court avec la reine de cœur, je ne sais plus pourquoi, The Red Queen, et le paysage les suit. Alors Alice s'étonne et elle dit, mais Majesté, nous n'avançons pas. Ah, et dans votre pays? Eh bien, quand je marche, quand je cours, je me déplace par rapport aux maisons, aux arbres, aux rochers. Et la reine de cœur de lui répondre, très hautaine, ma fille, sachez une chose, dans ce pays, il faut courir le plus vite possible pour rester à sa place. Donc, évidemment, ça c'est un langage que comprennent bien les entreprises. Quand leurs concurrents bougent, elles ont intérêt à bouger, et si les autres bougent, etc. Donc ça, c'est la reine rouge. Mais plus sérieusement, c'est la première coévolution, enfin la coévolution, c'est que tel que vous êtes, là, vous et moi, 80% des micro-organismes qui nous composent ne sont pas à nous. Ce qu'on appelle le microbiote aujourd'hui, ce que vous avez dans votre corps et sur votre peau, ce sont des écosystèmes qui vous protègent. Et ces microbiotes ont été co-construits. Certaines caractéristiques sont partagées avec les chimpanzés, même avant avec d'autres singes, enfin d'autres lignées singes, et celles qui, on le verra rapidement, ont pu intervenir au fil de l'évolution de nos civilisations, notamment en termes de régime alimentaire. Vous savez, par exemple, je suis intervenu récemment dans le monde du tourisme, il y a un gros problème dans le tourisme. Vous amenez des Français en Espagne, ils mangent une paella, super contents. Vous les emmenez de l'autre côté de la Méditerranée, ils mangent un couscous, super contents. Vous emmenez des anglo-saxons, tous à tourista. Ce qui gâche les vacances. Oui, mais attendez, ils font des procès. Non, mais c'est du délire. Parce qu'évidemment, ils mangent trop pasteurisé, etc., etc. Donc tout ça, vous voyez, ça bouge très vite et c'est des facteurs de sélection. Et puis aujourd'hui, donc, l'homme qui est le principal facteur. Alors l'homme a coévolué avec tous ces les espèces qui l'entouraient, des micro-organismes aux espèces plus corpulentes. C'était le cas de toute notre histoire jusqu'à récemment. Et là, vous voyez, quand je suis rentré dans ce domaine, quand j'ai quitté la physique théorique pour aller dans la paléanthropologie, c'était vachement facile de présenter l'évolution de l'homme. C'était la ligne droite. On avait un fossile qui se baladait tous les 500 000 ans. Et donc, c'est l'histoire du mec qui se redresse. Là. Alors ça, je veux dire. Vous savez quelle est la seule blague qui fait rire les chimpanzés? L'homme descend du singe. Évidemment, ça ne s'est jamais passé comme ça. Bon. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il reste qu'une seule espèce d'homme sur la Terre, Homo sapiens, donc vous et moi, et les 7,4 milliards, 7 milliards 400 millions d'individus maintenant. Et vous savez que nous sommes une seule espèce, c'est l'espèce biologique, parce que tout homme peut se reproduire avec toute femme, ce qui a été largement démontré par les marins, les militaires, les missionnaires, aujourd'hui par les touristes et les postdocs. Et là, il ne reste plus qu'une seule espèce. Il y a 40 000 ans, il y a eu dans cette salle des hommes et des femmes de Néandertal, des hommes et des femmes de Denisova. Et donc là, on est dans une situation unique qu'on n'avait pas soupçonnée il y a encore une vingtaine d'années. Nous sommes donc les derniers survivants, méritons ou pas, c'est une autre question, de l'évolution humaine. Quelle est la caractéristique de notre lignée humaine depuis Homo erectus ? C'est que nous ne sommes pas les seuls à avoir des outils et des cultures. Les chimpanzés sont très doués à cet égard. Enfin, ils ne sont pas prêts d'entrer à l'Institut Carnot, ceci dit. Mais la chose étant, ils sont très bons bricoleurs. La chose étant, l'autre part, nous allons inventer, nous, la deuxième coévolution. C'est-à-dire que nous sommes, nous les humains, depuis 2 millions d'années, des espèces très plastiques. C'est le terme à la mode chez nous. Plastiques sur le plan cognitif, sur le plan physiologique et biologique. Et nous réagissons très très vite à nos environnements techniques, culturels et leurs usages. Donc on a des inventions et on a des innovations et les usages modifient également notre biologie. D'ailleurs, quel est le meilleur livre entre l'invention et l'innovation ? Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis. Lisez ou relisez ce livre, d'abord c'est poilant, c'est génial. On voit qu'Édouard, c'est exactement ce que vous disiez dans vos débats, c'est un super inventeur, mais il n'arrive pas à innover. Il n'arrive pas à passer à l'innovation et à la phase entrepreneuriale.
Et ce livre, lisez-le, il est absolument génial. Si vous voulez, en plus, c'est hyper drôle. Ça se lit en 3 heures. Alors, pourquoi la version française est meilleure que la version anglaise? Parce qu'en anglais, c'est sorti en 1960. C'est en 1990 en France, parce que c'était traduit par Vercors. Et alors, c'est une écriture absolument géniale, et c'est hyper drôle. Mais regardez-le par rapport aux questions qui étaient celles qui étaient évoquées aujourd'hui et à vos métiers. C'est un des meilleurs livres là-dessus. Et là, le feu, par exemple. En définitive, aujourd'hui, il y a un type d'innovation de rupture que Philippe Agion du Collège de France, qui, vous savez, parle beaucoup d'innovation, donc vous êtes certainement très attentif à ce que dit Philippe Agion, parce on l'écoute. Et là, donc, en effet, ce qui bouscule les civilisations, ce sont les innovations dites généralisées, c'est-à-dire des inventions qui deviennent des innovations qui touchent tous les secteurs. Et à cette époque-là, c'est le feu. Et à partir du moment où les hommes utilisent le feu, et les femmes, là aussi, il faut distinguer invention et invention. Souvent, on regarde les causes finales et on se dit que ces finalités ont été les causes opérantes. Pas du tout. Il faut dissocier bien les deux. Hein. C'est comme l'initiation, invention, innovation. Et là, donc, ça se trouve, c'est une petite fille, en tapant 2 silex, qui a foutu le feu dans la grotte. Puis il y en a d'autres qui se sont dit, ah bah tiens, on va peut-être faire quelque chose avec ça. Donc on est passé à l'innovation. Et là, la cuisson. La cuisson, on vous a raconté à l'école, et peut-être à l'université, que la cuisson, ça servait à cuire la viande. Écoutez, tartare, carpaccio, ça passe très bien tant que la viande est crue. Et bonne. Et fraîche. Par contre, je vous propose un carpaccio de patates crues, là. Et donc, en effet, l'importance de la cuisson, ça a été évidemment de se protéger face aux prédateurs, d'avoir des outils et pointer et passer au feu de bois. Tout ça, évidemment, ça sert beaucoup. Mais surtout, donc, la cuisson de l'amidon, notamment des tubercules, parce que les australopithèques nous ont légué ça, une mastication de damnés. Et les tubercules, c'est bon, c'est riche en matière nutritive, mais il y a l'amidon. Et dégrader l'amidon, c'est lourd. Et la cuisson, donc, est une prédigestion qui limite la charge masticatrice. On a tous un souvenir de steak trop cuit à la cuisine, à la cantine. Vous savez ce que... C'est dur après, hein, pour les cours. Même à Centrale. Et là, c'est pas une remarque sur la cuisine de Centrale. Hein, et là, donc, je fais attention. Et mangez vos cuisses, ouais. Et là, plus sérieusement, la dégradation de l'amidon par la cuisson, donc c'est 16 fois plus d'énergie. Et comme notre cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie, 20% au minimum de notre métabolisme quotidien, mais aujourd'hui, nous autres nous ont fait monter à 25%, évidemment, il y avait un plafond physiologique et le cerveau a pu se développer. Alors attendez, dans l'évolution, c'est très important. C'est pas parce que c'est arrivé que ça devait arriver. Mais c'est arrivé. Donc, le cerveau s'est développé et à partir de là, les conséquences sont immédiates. Augmentation démographique. On va conquérir de nouveaux écosystèmes et l'homme est le seul grand singe, donc migrateur, qui va sortir d'Afrique et conquérir donc de plus en plus d'écosystèmes. Donc vous voyez, tout ça au départ, vous imaginez bien que la petite fille qui a gratté 2 silex au fond de la grotte, elle s'est dit, je vais leur gratter le truc, je vais leur faire du feu et on va aller en Chine. Mais il y en a, ça leur fait pas peur, hein, quand ils sont pareil. Alors, dans cette coévolution, et là déjà c'est obsolète ici, mais pas ici, en fait j'ai repéré 8, 9, 10 grandes périodes dans l'histoire de l'humanité, depuis Homo erectus, où des innovations donc généralisées, comme on les appelle par leurs effets, ont eu des effets, en fait, civilisationnels, qui ont complètement changé donc l'aspect de l'évolution de la lignée humaine. Donc, je passe sur la Renaissance et tout ça. L'agriculture est en une, par exemple. On va tout de suite arriver vers la révolution industrielle, qui vous intéresse évidemment directement. En gros, c'est ce qu'on appelle les grappes d'innovation, chez Schumpeter, enfin qu'importe, c'est quand un ensemble d'éléments se met ensemble, eh bien, nos sociétés basculent très vite dans une nouvelle phase. Donc, à cette époque-là, au XIXe siècle, c'est l'imprimerie, pas celle de Gutenberg, bien évidemment, mais celle de la presse, donc, généralisée. C'est-à-dire les news, avec son système d'abonnement et son système de publicité, donc qu'on appelle la presse quotidienne. Vous avez à chaque fois, c'est très important, des changements de gouvernance. Vous avez des cerveaux de plus en plus connectés. Et là, c'est vrai, vous avez parlé des scientifiques, des ingénieurs. On peut remercier, jusqu'à d'ailleurs Internet, combien les scientifiques donc, ont apporté des modèles de collaboration et de diffusion des connaissances et d'open innovation, comme on dit chez les gens branchés. Donc la vapeur, évidemment, c'est la vapeur qui l'a
depuis Watt et Bolton, est l'élément qui va modifier les moyens de production. L'analyse de Karl Marx est importante. Pourquoi Marx est important? Parce qu'il est le premier économiste qui réfléchit entre passer d'un capitalisme marchand à un capitalisme d'innovation. Il est le premier à penser que l'innovation est endogène. C'est-à-dire que c'est l'activité au sein des entreprises ou des découvreurs qui est le principal facteur d'évolution des sociétés économiques et non pas d'aller chercher des facteurs ailleurs ou l'économie marchande ou ce qu'on appelle l'avantage comparatif, etc. Qui continue encore, évidemment. Mais c'est là-dessus que Marx est très important et il avait compris que le changement des moyens de production et de distribution, évidemment, apportait des modifications dans la société et c'est arrivé puisqu'en effet, à partir de cette époque-là, je me réfère aux travaux du prix Nobel d'économie Edmund Fetz, eh bien, pour la première fois à cette époque-là, indépendamment des difficultés de travail dans les mines, dans les usines, évidemment, c'était un monde difficile, mais c'est à partir de cette époque-là que le salariat augmente, que le niveau de vie augmente, que la démographie augmente. Et à partir de là, aujourd'hui, c'est mon prochain livre sur Odile Jacob, les gens s'inquiètent de l'arrivée des migrants qui, pour différentes raisons, maintenant, ne les appellent plus les réfugiés, mais on s'aperçoit que ce sont des migrants. Le plus grand mouvement migratoire qu'il y a eu quasiment dans l'histoire de l'humanité, c'est nous, les Européens, au XIXe siècle. Vous voyez ? Eh oui. Alors maintenant, ils reviennent. On est un peu surpris. Bon. Alors... Des nouveaux moyens de production, donc des entreprises, à chaque fois de nouvelles catégories d'acteurs sociaux et de classes sociales, donc les entrepreneurs et évidemment le prolétariat. Et à chaque fois, c'est très important, surtout pour vous qui êtes dans l'innovation, regardez ce qui se passe dans le monde de l'art et dans le monde de la mode. Vous avez évoqué l'un d'entre vous tout à l'heure, messieurs, d'aller, je crois que c'est vous, vers le luxe et autres. Mais attendez, regardez ce qu'eux peuvent vous apporter aussi, puisque la mode et l'art, vous savez, nous on voit, avec le recul que l'on a dans mon métier, les plus grandes innovations technologiques sont souvent motivées non pas par des besoins, mais par des désirs d'esthétique et d'émotion. Donc le design, pas le design thinking, qui est une méthodologie, évidemment, mais le design. C'est extrêmement important d'avoir tout ça en tête. Donc il faut s'ouvrir sur ce monde de l'art, de la mode, surtout que la France, évidemment, est très bien placée. Et l'autre chose, effectivement, regardez ce qui se passe, le statut des femmes, extrêmement important. Il est le reflet immédiat de la modernité de société. Le statut des femmes. Et là, c'est une grande question aujourd'hui. Il va y avoir un projet de recherche auquel je vais participer normalement sur les femmes et les technologies. C'est une très grande question d'un point de vue sociologique et l'innovation. Et l'autre chose que je cherche depuis tout à l'heure, ah oui, la nature, et pour cause. Donc à chaque fois, de nouvelles conceptions de la nature. Là, c'est Charles Darwin et les théories de l'évolution. Donc tout ça, c'est un changement. On a parlé de termes de paradigme, mais c'est un paradigme global qui amène à avoir toute la société qui change. Bon, ça, c'est ma période. Préhistoire, les 30 Glorieuses. On a mis 30 ans à s'apercevoir que c'était les 30 Glorieuses, 30 ans à s'apercevoir que c'était fini. Il y a un petit décalage. Alors, vous voyez, vous avez toujours l'ensemble du même système, enfin, le même ensemble d'éléments. Radio, télévision, téléphone, même Minitel. Pour les plus jeunes, c'est l'ancêtre d'Internet. Là, ce ne sont plus des démocraties représentatives, mais des démocraties universelles dans lesquelles nous sommes encore. Des cerveaux de plus en plus mondialisés. Donc moyens de transport à chaque fois, voyons, voiture, énergie qui change. Grand changement évidemment, le deuxième grand mouvement schumpeterien, parce que pendant la première révolution industrielle, les gens passent des campagnes aux usines, sans qualification. Là on passe à autre chose, c'est effectivement le transfert des usines et des mines. Il y a encore l'exode rural, donc cette fois-ci au secteur tertiaire, donc que nous connaissons avec le salariat généralisé. Et ouais, le salariat c'est récent. Pas l'oublier ça. C'est très récent le salariat. Donc ça fait une soixantaine d'années, enfin généralisé. Donc tout ça vous connaissez, vous êtes des techniciens. Alors, moi je suis un enfant de cette époque-là et comme beaucoup de ma génération, eh bien j'ai appris des métiers que ne connaissaient pas mes parents. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui tout le monde me dit ça va extrêmement vite avec la révolution numérique. Je ne vous le cache pas, ça va vite. Mais c'est pas arrivé une seule fois cette affaire-là. La première fois où c'est arrivé, sauf qu'on s'en est pas rendu compte, parce qu'on était dans une vision de progrès, de restructuration après la Seconde Guerre mondiale,